Thierry Dagiral. À la une ce matin, le rejet de la motion de censure de la gauche contre le gouvernement. Hier, à la tribune, la première ministre Elisabeth Borne a tenu bon, fustigeant les députés de la NUPES. Vous l'entendrez. Les premiers textes étudiés hier soir dans un palais Bourbon surchauffé, ambiance tendue à quelques heures des premières questions au gouvernement. Un saut de puce à plusieurs milliards d'euros pour Emmanuel Macron, 5,7 milliards investis près de Grenoble dans une usine de puces électroniques pour nos voitures. Sortie de terre prévue 2026, protocole d'accord cet après-midi entre le président de la République et les partenaires du projet. Et puis le Tour de France, les coureurs testés négatifs au Covid au pied des Alpes aujourd'hui, 148 km entre Morzine et Megève. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 7h13, à lire dans la presse ce matin, 7h16, retour sur Actu, 1961, le procès d'Adolphe Eichmann, le chef d'orchestre de la solution finale. Et puis à 7h22, les compétitions de l'été, on va parler du boom du paddle. Europe 1. Et le journal de 7h vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Elisabeth Borne droite dans ses bottes hier face à l'Assemblée nationale. La Première ministre n'a pas tremblé devant la motion de censure déposée par la NUPES. Motion rejetée avec seulement 146 voix sur les 289 nécessaires à son adoption. Lors de son intervention devant les députés, la chef du gouvernement a réaffirmé sa position et sa légitimité. Écoutez. Votre motion de censure parle de légitimité. Alors je suis bien d'accord, et je vous l'apprends peut-être, vous n'avez pas gagné ni la présidentielle, ni les législatives. En démocratie, ça n'est pas celui qui a moins de voix, celui qui a moins de sièges qui est légitime à gouverner. Alors après la défiance, les députés au travail. Hier soir, ils ont planché sur le projet de loi sanitaire. 2 mesures phares, réinstaurer le pass sanitaire aux frontières et maintenir jusqu'en janvier prochain la collecte des données sur les dépistages et la vaccination contre le Covid. Victor Chabert, les débats n'ont pas été plus sereins. Eh bien, c'était un hémicycle très agité hier soir pour examiner ce premier texte sur la gestion de la crise sanitaire. Ça fait 2 ans que le gouvernement gère très très bien cette crise. Maintenant, très très bien. Et les Français le reconnaissent, et les Français le savent. Avec une alliance de circonstances entre le RN et la France Insoumise sur une motion de rejet préalable du texte déposé par LFI, voté par le Rassemblement National, provoquant un résultat très serré, 192 contre le rejet du texte, 174 pour. La majorité a compté les siens tout le long de la soirée. L'ambiance de cette séance nocturne était à l'image de celle de l'après-midi où était examinée la motion de censure déposée par la NUPES à l'encontre du gouvernement. Même si elle n'a pas obtenu de voix supplémentaires, Elisabeth Borne en sort confortée. Elle n'avait pas demandé la confiance des députés à l'issue de sa déclaration de politique générale, mais pour la majorité, ce rejet lui donne de facto la légitimité du Parlement. Une majorité, même relative, reste une majorité. Ces 2 premières séances donnent le ton de ce que sera cette législature, avec une nouvelle épreuve du feu qui s'annonce houleuse pour l'exécutif, celle des questions au gouvernement cet après-midi. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et notez qu'à 8h15, je recevrai le député du Nord RN, Sébastien Chenu. Pendant ce temps, Emmanuel Macron se rend à Grenoble aujourd'hui, une visite à près de 6 milliards d'euros. Oui, c'est le montant colossal de l'investissement du franco-italien ST Microelectrics et de l'américain Global Foundries qui vont installer, avec le soutien de l'État, une nouvelle usine de semi-conducteurs pour nos véhicules. Sortie de terre prévue en 2026. Et le choix de Grenoble n'est pas un hasard. La région est à la pointe de l'électronique, une sorte de Silicon Valley à la française, coordonnée par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Le reportage de Jean-Luc Boujon. Grenoble, c'est tout un écosystème orienté vers les technologies du futur. Au pied des montagnes, on trouve donc 14 centres de recherche, 220 laboratoires, 21 000 chercheurs, une fac de pointe, mais aussi tout à côté 300 entreprises high-tech dont certaines sont des leaders mondiaux comme HP, ST Micro ou Soitec. Et tout le monde travaille main dans la main via le CEA, explique Stéphane Sibert, directeur de la recherche technologique au CEA. Notre recherche au CEA, elle a pour objectif de servir in fine l'industrie. Et donc, les industriels peuvent développer une partie de leur projet chez nous. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'un industriel décide de transférer toute son activité de R&D dans nos locaux. C'est le cas pour une partie de l'activité de Soitec. L'arrivée de cette nouvelle usine de semi-conducteurs, avec ses 1000 emplois à la clé, est donc très bien perçue par les patrons du secteur, comme Serge Maginot, directeur de Tiempo Secure, spécialisé dans la sécurisation des objets connectés. C'est une très bonne nouvelle. Plus vous avez d'acteurs implémentés dans une région, que ce soit au niveau de la production comme au niveau de la recherche, plus ça crée une dynamique et ça va
attirer beaucoup plus de monde, de talents en France, mais venant aussi de l'Europe. Tout le monde va en profiter et j'y crois beaucoup à cet effet ruissellement. À terme, ce sont 5000 emplois qui seront créés ici. Grenoble aura donc un rôle central dans le plan qui doit permettre à l'Europe de réaliser 20% de la production mondiale de composants électroniques en 2030, contre seulement 10% aujourd'hui. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. À retenir les bons chiffres de la sécurité sociale, la croissance ralentit, l'inflation galope, mais la Sécu se redresse, Fanny. Oui, 16,8 milliards d'euros de déficit en 2022 au lieu des 20,4 milliards prévus dans le budget. Une amélioration liée à la reprise de l'emploi en 2021 et à la flambée des prix qui en fait poussent les salaires à la hausse. 7h06, la suite de votre journal, Fanny Marceau, l'heure des excuses. 4 mois après le scandale des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli, le patron de Nestlé France fait son mea culpa. Il veut exprimer, dit-il, sa plus profonde compassion pour les familles des victimes. 56 enfants malades, 2 décès suspects. Alors qu'une information judiciaire a été ouverte, l'entreprise cherche à redorer son image. Thibaut Hu. Oui, le président de Nestlé France, Christophe Cornu, se dit bouleversé par ce qui est arrivé aux familles touchées par la contamination. Nous leur devons des réponses et la vérité, confie-t-il au journal Le Figaro. Le président présente donc ses excuses et annonce la création d'un fonds de soutien le 1er septembre aux victimes du SHU, syndrome mortel provoqué par la bactérie Escherichia coli. On apprend qu'une enquête interne est en cours et vise particulièrement les farines utilisées dans la fabrication des pizzas. Christophe Cornu précise aussi que la marque Buitoni sera maintenue chez Nestlé coûte que coûte, mais que le sort réservé à l'usine toujours fermée dans le Nord, à Caudry, est incertain. Les pizzas de la gamme Fresh Up sont suspectées d'avoir provoqué la mort de 2 enfants. Une information judiciaire est en cours, notamment pour homicide involontaire. Les précisions de Thibaut Hu. Le sport à présent, en selle après une journée de repos, eh bien le Tour de France reprend sa route. 148 km entre Morzine et Megève en Haute-Savoie. 3 jours de course très attendus par les favoris pour le classement général et aussi par les purs grimpeurs pour aller chercher un succès d'étape, Axel May. J'ai hâte d'être dans les Alpes. La phrase est de David Gaudu, actuel 5e du classement général. Après 24 heures de repos, les coureurs vont enchaîner 3 jours dans le massif alpin. De quoi exciter aussi l'appétit de l'expérimenté Michael Cherel. Pour ma part, les jambes sont super bonnes, donc j'espère que j'aurai une ouverture et que ça me sourira sur, pourquoi pas, sur l'une des 3 étapes à venir. Bon, l'étape qui fait office d'entrée semble un peu moins difficile quand même, avec des portions assez roulantes sur les cols proposés. Cette étape d'ouverture du triptyque alpin se terminera sur les hauteurs de Megève, avec la montée vers l'Altiport, dont la difficulté est la longueur, plus de 20 km. Comme le résume un autre Français, Romain Bardet, la remise en route sera difficile. Beaucoup de coureurs ont coché cette étape et l'échappée peut aller au bout. Et on n'est pas à l'abri que les favoris se fassent la guerre dans la dernière montée. Des favoris qui ont quand même surtout le regard porté vers les étapes de demain et après-demain, avec un enchaînement d'ascensions entrées dans la légende du Tour, comme le col du Télégraphe, le Galibier ou encore l'Alpe d'Huez. À la sortie de ce triptyque alpin, le maillot jaune pourrait bien avoir pris le large sur la concurrence. Morzine, Axel May, Europe 1. Voilà, envoyé spécial sur le Tour de France. Et le journal du Tour, ce sera bien sûr à 8h34, Fanny. Oui, on le retient, évidemment. Un petit mot de la tête dans les étoiles de ces premières images magnifiques du télescope James Webb dévoilé hier. Alors, il faut noter que c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, parce que ce cliché nous montre des galaxies très lointaines, formées peu de temps après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Bon, 6 mois après son lancement, ce télescope surpuissant nous permet de découvrir, selon la NASA, l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers, et aussi de savoir un petit peu s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. Et je poserai la question à 7h40 à mon invité, l'astrophysicien David Elbaz. C'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny. À tout à l'heure. Europe Matin. Thierry Dagiral. Je pense à ces juilletistes là qui sont en vacances, les chanceux. Ah oui. Marlène Duré, on fait la météo des plages avec vous. Oui, alors peut-être tout à l'heure, Thierry, je vous ai parlé d'un petit voile de nuages élevés là, sur l'extrême nord. Bon, c'est vrai qu'on est un peu influencé par la météo anglaise, n'empêche, même si le ciel ne sera pas tout bleu sur les plages du Nord et de la Manche, la pression va rester belle, estivale. Il fera entre 25 et 33 degrés, on aura envie de se baigner. Vous vous rafraîchirez donc dans une eau à 17 du côté de Perros-Guirec et 20 à Étretat, par exemple. Les plages de l'Atlantique offriront de quoi ravir les vacanciers, justement, avec du soleil partout. Indice UV 9, il fera entre 32 et 35 sous les parasols. Pas d'inquiétude du côté de Biarritz, ça va se dégager. La température de l'eau, 18-19 sur les plages de l'Atlantique Nord, 21-23 sur la partie sud. En Méditerranée, il sera tout aussi agréable de faire trempette ou de perfectionner sa nage papillon. Température de l'eau, 23 côté Roussillon, 22 dans la région de Marseille, 25 dans le Var, 27 degrés la température de l'eau quand on continue vers Nice, 27 degrés. Formidable, surtout qu'il fait moins de 30 degrés. Presque trop chaud.
presque. Oh, moi j'aime bien. Surtout qu'il ne fera pas trop chaud à l'extérieur. Donc c'est température de l'air, moins de 30 degrés en tout cas. Puis on termine par la Corse. Conditions de baignade idéales, du plein soleil. 30-32 pour la température de l'air, 25-26 pour une brasse coulée. Merci Marlène, bel été à tous sur Europe 1.